Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, de celles et ceux qui font de la transition environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Geoffroy Blondel de Joigny, cofondateur de Nature Opéra, qui propose des couches écologiques et ouvre sa première usine éco-responsable. On va parler relocalisation. Pour notre débat, on va découvrir le grand défi des entreprises pour la planète qui vient de tenir sa troisième session à Grenoble. Le thème, identifier les freins à la transition, on les détaillera. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Topinamour qui valorise les fruits et légumes moches. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Geoffroy Blondel de Joigny, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de Nature Opéra. Alors il faut revenir à l'origine parce que l'histoire est sympa. C'est d'abord une histoire d'amitié, c'est ça? Exactement, voilà mon associé Kylian Oney. Nous avons passé toutes nos vacances sur les plages Malouines et voilà, on se connaît depuis maintenant notre âge puisque j'ai 42 ans et lui aussi. D'accord, et donc vous décidez de créer Nature Opéra ensemble avec quelle idée? C'est quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'est tout simplement essayer de proposer quelque chose qui n'existe pas en France. Donc c'est vrai qu'on est parti d'un constat assez simple. Les couches n'étaient pas écologiques, n'étaient pas made in France, étaient extrêmement chères et pas forcément écologiques et responsables en termes d'impact emploi. Et donc on s'est dit pourquoi pas prendre le contre-pied et lancer une couche qui puisse en fait retourner toutes ces cartes. Oui, alors il y a plusieurs marques et c'est assez vaste finalement Nature Opéra. Il y a 8 marques dans le domaine évidemment de l'hygiène bébé, de l'hygiène féminine, l'entretien ménager, plus de 100 salariés chez vous, 36 millions d'euros de chiffre d'affaires fin de l'an dernier. Je vois 130 références disponibles et une capacité de production de 200 millions de couches par an. Ça, on va y venir à cette usine. Mais d'abord, quand on dit plusieurs marques, il y a quelle gamme de produits en fait chez Nature Opéra? Chez Nature Opéra, nous avons plusieurs marques et plusieurs gammes. La première, ça va être tout ce qui est l'hygiène bébé. Dans l'hygiène bébé, vous avez les couches, les culottes d'apprentissage et les soins. Puis après, à partir du moment où on s'occupe de bébé, il y a des mamans. Pourquoi pas s'occuper des mamans? Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de lancer une gamme d'hygiène féminine à travers des tampons, des protège-lingerie et des serviettes et des culottes menstruelles lavables. Et enfin, puisqu'il y a une maman, il y a un enfant, il y a un papa, il y a un cocon familial, pourquoi pas l'entretien de la maison. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de lancer des produits d'entretien écologiques made in France. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a la même ligne directrice, c'est-à-dire essayer de faire des produits qui sont les plus sains, les plus éco-responsables. Tout à fait, c'est notre vision. Notre vision, c'est changeons la consommation pour rétablir un équilibre de la vie. Vie humaine, vie végétale et animale. Et pour cela, en fait, on va lancer des produits qui soient made in France, qui soient écologiques, naturels et sains pour l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend les couches pour bébé, les couches, qu'est-ce que ça veut dire une couche éco-responsable? Vaste question, effectivement. Parce que bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui fait que les vôtres sont plus responsables que les autres, quoi? Ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas dedans. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les couches, il y a, on a remarqué, et c'est un petit peu les scandales qu'il y a eu, des lotions, du parfum, le fameux pétrolatum qui a été pointé du doigt par les sociétés de consommateurs, les associations de consommateurs. Et donc nous, dès le début, nous sommes dit, retirons l'intégralité de ces ingrédients et remettons la part belle à la naturalité. Donc dans une couche, vous avez quasiment une petite bûche de bois d'1 kilo, puisqu'il y a plus de 50% de cellulose de bois gérée durablement. Le label FSC, je coupe un arbre, je replante un arbre. D'accord. Et donc cette usine que vous allez inaugurer dans quelques jours pour produire ces couches écologiques, alors elle est située où et pourquoi on est dans vraiment une démonstration de la relocalisation qu'on cherche beaucoup depuis quelques années? Alors où est-ce qu'elle est tout d'abord? À Bully-les-Mines. Alors Bully-les-Mines, c'est dans le Pas-de-Calais. Si je monte en montgolfière, c'est dans les Hauts-de-France. Après, que dire de plus? Oui, c'est une vraie relocalisation parce qu'il faut savoir, sans faire un cours d'histoire magistrale, mais que les couches, en 1988, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une marque qui s'appelait Peau Douce. Une marque française qui était leader de son marché, plus de 40% de part de marché. Après, il y avait d'autres fabricants, Procter & Gamble, Huggies, qui sont plus des sociétés américaines. Et petit à petit, à cause d'une concurrence à bas coût, nous nous sommes retrouvés à avoir en fait la marque Peau Douce qui a disparu. Donc il n'y avait plus aucune production de couches culottes en France, il n'y en avait plus. Usine fermée, on est passé de 6 usines en France de couches à 2 usines. Et aujourd'hui, le constat est alarmant. 90% des couches qui sont mises sur les fesses de nos bébés en France sont fabriquées hors de France. Donc vraiment cette envie de se dire changeons la donne, cette fameuse carte que l'on retourne, et de se dire relocalisons. Et relocalisons où?
là où il y avait un savoir-faire. Donc c'est vraiment une relocalisation, je remets de l'emploi et je me réapproprie un savoir-faire perdu de nos régions. Et c'est comme ça que nous sommes dans les Hauts-de-France. Alors cette usine, vous l'avez conçue comment? Là aussi, j'imagine qu'on est dans une logique d'éco-responsabilité, sinon ce ne serait pas cohérent avec le produit. Bien sûr. Donc là, c'est vraiment avec une envie d'avoir toutes les normes environnementales les plus sûres. À cela, c'est aussi produire avec des matériaux les plus sûrs. C'est aussi privilégier l'énergie électrique, privilégier aussi l'énergie qui est issue en fait, qui n'est non carbonée, en fait, tout simplement. On a même un système de filtration écologique à l'intérieur de l'usine, un système aussi de réchauffement de l'usine où on capte l'énergie, en fait, les calories de la machine pour les réinjecter dans l'usine quand il fait froid, et puis les passer dans un mince filet d'eau en circuit fermé pour refroidir l'air chaud de la machine et le remettre dans l'usine pour rafraîchir quand il fait chaud. Donc quand on crée une usine aujourd'hui, on peut intégrer ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est plus compliqué quand on a un entrepôt ou une usine qui existe depuis 40 ans. Là, vous vous êtes dit, on va essayer de cocher un peu toutes les cases, c'est ça? Tout à fait. Et à cela, on va rajouter des panneaux solaires sur le toit. C'est un projet, des ombrières sur le parking. Comment aujourd'hui réduire son empreinte carbone? C'est le rôle de nous, chefs d'entreprise. Et alors, quand on parle relocalisation, on se pose toujours la question de la rentabilité, du prix de vos produits. Comment vous êtes compétitif, en fait? Oui. Alors, indéniablement, nous sommes un peu plus chers qu'un produit qui serait fabriqué hors de France. Ça, c'est une évidence. En revanche, si on fait bien le calcul, rien d'alarmant. On est à quoi? 2 € de plus par paquet de couches, qui veut dire qu'on a 6 € de plus par mois pour avoir une couche qui va être écologique, made in France, qui va privilégier en fait l'emploi français et qui sera saine pour bébé. Vous créez combien d'emplois avec cette usine? Alors avec cette usine, c'est 100 emplois à 2 ans, dont des emplois aussi qui sont des emplois longue durée. Donc par exemple, nous avons des anciens de Bridgestone qui ont rejoint notre société. On a réussi, grâce à l'aide de Pôle emploi, à former à la région des Hauts-de-France, Proche Emploi, de reformer en fait des personnes qui étaient en chômage longue durée. Il y a vraiment tout un programme pour le salarié et pour faire revenir en fait ce savoir-faire au sein des Hauts-de-France. Alors je voudrais qu'on parle d'une autre marque de Nature Opéra, c'est l'atelier du do-it-yourself, du fait maison en quelque sorte. Vous l'avez créé quand et avec quel principe, quelle idée? Alors on l'a créé il y a 2 ans, l'atelier du DIY, avec vraiment un principe de se dire, chez Nature Opéra, on a du bio, on a de l'écolo, du made in France. Comment aller encore plus loin? Et ça, c'est lié à notre double labellisation RSE, peut-être on y reviendra. Oui, on va en parler. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre une brique solidarité? Et donc on a décidé de confier cette marque à 120 travailleurs handicapés via 12 ESAT. À qui nous avons confié cette marque, la totalité de la production de cette marque, pour qu'au quotidien, en fait, ils réalisent tout simplement les produits qui sont vendus après en hypermarché. Mais alors, c'est quoi ces produits du do-it-yourself? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec vos produits? Le produit du do-it-yourself, on va tout simplement démontrer qu'avec des produits naturels issus de PME françaises, on peut faire nos produits d'entretien du quotidien. Je peux faire aujourd'hui une lessive avec 4 ingrédients, un liquide vaisselle avec 3 ingrédients, ou des tablettes lave-vaisselle, tablettes détartrantes WC, grâce à que quelques ingrédients naturels, écologiques, made in France. Et c'est facile? C'est facile. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur Non. En fait, tout est fait sous forme de sachet. J'ouvre mon sachet en papier, je le verse à l'intérieur, je mets 3 pchits d'eau, ça y est, une tablette lave-vaisselle est faite, ou un autre produit du quotidien. Et en plus, c'est économique. Donc il y a cette logique aussi de localisation, d'être dans un circuit local, un circuit court avec le do-it-yourself. Il y a aussi cette recherche-là. Tout à fait. C'est vraiment essayer de réduire les circuits, réduire en fait les intervenants pour être toujours plus proche du consommateur et plus proche du fabricant. Alors je voudrais qu'on termine effectivement avec vos labels. Il y en a 2. Il y a le label RSE PME+, et puis le label Bio-Aide, Bio-Entreprise Durable. D'abord, RSE PME+. C'est quoi ce label et qu'est-ce que ça représentait pour vous de l'obtenir? Oui, pour nous c'était très important. Donc PME+, c'est le label en fait issu de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. L'idée, c'est tout simplement d'avoir un label qui rassure le consommateur sur le fait que notre produit est responsable dans sa globalité. Responsable tout simplement pour la cause animale végétale, pour la cause humaine avec la protection de l'emploi et du consommateur. Et à partir de là, on va pouvoir donner des signes forts aux consommateurs qu'il y a un engagement de société sur les 6 piliers de la RSE. Oui, et Bio-Aide, Bio-Entreprise Durable? Idem, en fait, sauf que c'est un autre label, un autre cahier des charges que nous avons mis sur une autre marque de couches que nous avons. D'accord, mais alors, je vous pose aussi cette question parce qu'on s'y perd parfois un peu, franchement, dans les labels. Est-ce qu'il n'y en a pas trop?
Alors, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais l'idée est de pouvoir justement les utiliser et vulgariser l'information sur notre site internet. On a été vraiment les premiers à avoir cette transparence pour le consommateur. Déjà, en publiant les résultats de nos analyses toxicologiques sur nos couches, sur notre site. Ouais. Ça, on l'a fait en fait dès 1997. Et aujourd'hui, quand on va sur notre site, on va expliquer aux consommateurs l'importance de ces labels. Parce que je pourrais inventer un label pour rassurer le consommateur, mais je préfère utiliser l'existant tout simplement pour démontrer toute la démarche environnementale, sociale et sociétale de Nature Opéra. L'idée, c'est quoi? C'est un peu de créer une communauté avec ses clients aussi? C'est pour ça que vous proposez du contenu, des informations sur vos sites? Tout à fait. Aujourd'hui, le consommateur a découvert avec des applications type Yuka que ce qu'il consommait n'était pas forcément bon. Et ben aujourd'hui, on veut avoir chez Nature Opéra cette même transparence auprès du consommateur. Lui dire, tu peux avoir confiance en un produit Nature Opéra. Et on te le démontre si jamais tu souhaites en savoir plus. Merci beaucoup. Merci Geoffroy Blondel de Joigny Bonvent à Nature Opéra. On passe à notre débat, le grand défi des entreprises pour la planète. Et je vous présente tout de suite mes invités, les invités du débat de ce Smart Impact. Virginie Resson-Victor, bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice du Grand Défi des entreprises pour la planète. Et Valérie David, bonjour, heureux de vous retrouver sur ce plateau, directrice du développement durable du groupe Eiffage, qui est l'une des marraines, on va dire, de cette opération. On peut dire ça comme ça. Allez, une question de présentation pour démarrer. C'est quoi ce Grand Défi des entreprises pour la planète? Alors, c'est une initiative de démocratie participative qui a pour objet de permettre à une centaine d'entreprises, et on pourra revenir dessus, d'élaborer des propositions pour accélérer la transition écologique des entreprises. Et comment c'est organisé, en fait? C'est des sessions régulières de travail? C'est un processus en 3 étapes, en réalité. La première étape, qui s'est terminée au mois de juin, c'était une étape de consultation, c'est-à-dire qu'on a organisé une grande consultation en ligne avec plus de 66 000 contributions pour permettre à nos partenaires, à l'écosystème du Grand Défi et aux entreprises en particulier de nous parler des freins, des obstacles qu'elles rencontrent pour la mise en œuvre de la transition écologique dans leurs entreprises, mais aussi des leviers qu'elles imaginent et enfin des besoins. Quels sont leurs besoins et les solutions qui pourraient exister. Donc ça a été la première étape et on va bientôt pouvoir partager les résultats de cette grande consultation. La deuxième étape qui est en cours actuellement, c'est une étape qui s'apparente un peu à la Convention citoyenne, qui est organisée en 6 sessions. Donc on a tiré au sort une centaine d'entreprises de toute taille, de tout secteur, qui viennent de différents endroits de la France, de différents statuts aussi, pour être bien représentatifs de la diversité du tissu économique français. Et chacune de ces entreprises nous a choisi un représentant on a des délégués, qu'on appelle les délégués, donc on a des salariés, des dirigeants et des actionnaires, là aussi pour restituer donc la diversité du débat économique. Ils seront réunis à 6 reprises, on a déjà eu 3 sessions, il en reste 3, des sessions de travail, d'acculturation, de débat, d'échange, de réflexion. Et au terme de ces 6 sessions, donc à Paris au mois de décembre, la dernière session, il y aura, avec l'ensemble de nos partenaires, des organisations partenaires et des marraines, il va y avoir délibération et surtout choix des propositions qui auront été élaborées par les délégués. Et puis dans la 3e phase, ce sera une phase de diffusion où on va porter ces propositions auprès des élus, des acteurs économiques, etc. Ouais. Donc on va être vraiment très concret, vous l'avez dit, il y a une référence à la Convention citoyenne pour le climat. Il y a aussi, peut-être on en parlera là, on les a reçus plusieurs fois, la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, ça se rapproche un peu. Valérie David, pourquoi Eiffage s'engage dans un événement comme celui-là? Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, d'abord, on connaissait les grandes qualités du géopolitique de Virginie, donc c'était quand même une première garantie de grande qualité pour les contenus futurs. Et ensuite, parce que, honnêtement, Thomas, la situation actuelle est grave et on a du mal à échanger, on a du mal à parler. La société est en train de se polariser, les pros, les antis, il y a les méchants, il y a les bons. Et en fait, comme vous vous en doutez, la situation est bien plus compliquée que ça. Et on a besoin de pouvoir échanger des idées avec tout notre écosystème qui est très, très divers et on ne peut pas le faire tout seul. On ne fait pas une société bas carbone tout seul. Nous ne sommes qu'un intégrateur des solutions des autres. Nous recrutons des ingénieurs et des collaborateurs qui ont reçu des formations dans des écoles avec lesquelles on a des partenariats, mais pour autant qui sont aussi partenaires du Grand Défi. On a les autorités publiques, on a les banquiers, on a les assureurs, et tous ces gens-là ont des intérêts
on va dire, immédiats divergents, mais des intérêts à moyen terme et long terme convergents. Donc l'objectif du grand défi, pour nous, la promesse du grand défi, c'est de pouvoir se parler entre acteurs très différents, mais qui finalement veulent travailler ensemble pour le bien commun. Et quand on parle de frein à la transition, vous en avez identifié, c'est ce que vous êtes en train de dire, vous en avez identifié pas mal, quoi, en fait. Bien sûr. Disons qu'une partie de la société demande des solutions immédiates, alors que nous sommes en transition écologique. Et c'est le problème des temporalités. Nous avons notamment parmi les jeunes des gens qui voudraient que tout s'arrête maintenant en émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, c'est terminé. Mettre des milliers de gens au chômage, des centaines de milliers de gens au chômage, c'est pas possible. On a besoin de logements, on a besoin d'installations énergétiques. Donc la transition, elle va prendre du temps, elle va prendre 10 ans, 15 ans. On peut accélérer, on veut accélérer. Mais on a besoin d'échanges, de bienveillance aussi, d'écoute. Et c'est ce que le grand défi, c'est aussi un des sujets que le grand défi aborde. Et nous, on en a été très, très heureux. Allez-y. Juste pour compléter sur les freins, c'est vrai que c'est une des raisons qui nous ont menés à imaginer ce grand défi. Moi, j'étais extrêmement frappée quand je rencontrais des entrepreneurs et en particulier des dirigeants de PME qui n'ont pas de responsable RSE, qui n'ont pas, souvent des dirigeants qui travaillent 60, 80 heures par semaine, enfin qui travaillent énormément et qui n'ont pas le loisir d'aller faire une formation sur ces sujets-là. En plus, les sujets sont complexes. Il y a le climat, mais il y a aussi la biodiversité, exactement, la finitude des ressources. Donc c'est tout ça qu'on aborde dans le grand défi. Et donc il y a une vraie difficulté d'acculturation. Et enfin, à qui je m'adresse ? Très souvent, on rencontre des interlocuteurs qui disent « mais par où je commence ? À qui je m'adresse ?» Donc c'est tous ces sujets-là qu'on avait envie d'embrasser dans notre réflexion. Si oui, et puis il y a une idée, alors je vais dire d'open source, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un processus collectif, participatif, et ensuite ces solutions, elles vont être publiques, ces propositions, elles vont être publiques. Donc c'est aussi tous les entrepreneurs, quelle que soit la taille de leur entreprise, qui vont pouvoir en profiter. Absolument, exactement, c'est ça. Et puis, alors on aura probablement des propositions qui visent à être directement mises en œuvre, directement applicables, et d'autres probablement aussi qui pourront être portées auprès du législateur, parce qu'on voit bien dans les échanges qu'on a qu'il y a aussi des difficultés qui relèvent de freins liés à la loi, aux normes, aux réglementations, au code d'investissement, etc., etc. Donc je ne peux pas présumer de ce qui va sortir du chapeau, parce que c'est en cours. Je ne suis pas surtout je ne suis pas déléguée, donc ils sont complètement souverains évidemment dans l'élaboration des mesures, mais en revanche il est évident qu'il va ressortir des propositions d'une assez grande diversité. Valérie David, est-ce que parfois on peut se dire c'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des entreprises qui peuvent être concurrentes et qui là essayent de co-construire des solutions? Oui, alors je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous essayons de travailler aussi pour le bien commun. La plupart des entreprises aujourd'hui se sont engagées dans des trajectoires climatiques parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est notre seul avenir possible. Beaucoup de gens le comprennent et ce n'est pas uniquement les gens qui travaillent au développement durable. Je pense qu'aujourd'hui, même dans les conseils d'administration, les gens ont compris qu'ils étaient obligés de faire en sorte que le business model de l'entreprise dans laquelle ils siègent devienne climato-compatible et biodiversité compatible. Voilà. Ça veut dire qu'un événement comme ce grand défi, c'est aussi pour une façon de faire participer les salariés d'Eiffage? Bien sûr, on parle du grand défi, on a des boîtes à outils, si je puis dire, numériques qui permettent aux gens aussi de faire des propositions. Comme l'a dit Virginie, des propositions qui parfois ne sont pas extrêmement compliquées, mais qui pour des freins culturels ou des freins réglementaires ne peuvent pas être mises entrer en vigueur immédiatement. Et donc, tout ça, si vous voulez, moi j'ai comparé ça au Grenelle. La première fois qu'elle m'en a parlé, Virginie, je lui ai dit, mais finalement c'est un peu un Grenelle citoyen. Et je pense que l'effervescence intellectuelle qu'on a connue avec le Grenelle, on la retrouve ici, dans le grand défi. Avec donc, vous l'avez un peu évoqué, mais cette notion d'écosystème, qu'est-ce que ça... Pourquoi c'est efficace en fait? Alors, l'origine de l'écosystème, et c'était extrêmement important, c'est précisément quand on avait regardé la Convention citoyenne pour le climat, on s'est rendu compte que donc, ce sont les citoyens qui les premiers se sont emparés des thématiques, et ensuite leurs propositions ont été amenées aux acteurs économiques, et on se souvient qu'un certain nombre d'acteurs économiques étaient plutôt réfractaires face aux propositions. Et donc on a voulu éviter cet effet-là, et on s'est dit l'entreprise, elle est au cœur d'un écosystème, et c'est tout l'écosystème qu'il faut embarquer, parce que si on a juste des
les représentants d'entreprise et que les autres ne sont pas associés à cette réflexion, à cette mise en œuvre, ça n'a pas de sens. Et tout le monde le dit dans les frais, on dit et mon fournisseur, et bon, on connaît tout le problème aussi de la chaîne de valeur. Donc c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut emmener, c'est tout l'écosystème. Et dans l'écosystème, on a le législateur, la puissance publique, mais aussi les associations, on a des organisations patronales, des organisations salariées, etc. Alors, exactement. Et donc on a décidé d'emmener tous ces acteurs-là avec nous dans le Grand Défi. Donc on a plus de 160, au total, on a plus de 175 acteurs dans le Grand Défi, et on a des dirigeants d'entreprise, des organisations d'entreprise, on a des institutions, l'ADEME, l'OFB, etc., des collectivités territoriales, très importantes, puisqu'aujourd'hui elles prennent une place de plus en plus importante dans la mise en œuvre de cette transition, y compris au niveau économique. Donc on a la région d'Occitanie, la métropole grenobloise, la métropole nantaise, etc. Et puis après, on a des étudiants, donc on a une très grande diversité d'acteurs, et ça porte le Grand Défi, parce qu'ils viennent témoigner, ils viennent partager, et donc ils pourront nous aider dans la mise en œuvre, dans la diffusion de ces mesures. Donc, je parlais de la Convention des entreprises pour le climat. C'est un peu différent leur démarche, puisque là, c'est 150 entreprises qui ont travaillé, pareil, pendant une petite année, on va dire, pour définir une feuille de route. C'est-à-dire que c'était collectivement inventé un nouveau modèle pour certaines entreprises. En quoi vous êtes complémentaires ? On est complémentaires. D'abord, on a échangé d'ailleurs lors de la dernière session. Ils sont venus participer à la session. Voilà, ils sont venus présenter leur travail. Donc effectivement, la démarche de la CEC est plus centrée sur le dirigeant et sur la feuille de route de l'entreprise. Et donc, il y a cette idée d'exemple. Et on connaît l'efficacité du dialogue entre pairs. C'est-à-dire que à partir du moment où moi, chef d'entreprise, je vois que mes alter ego réussissent dans cette démarche-là, j'ai plus envie d'y aller, je me sens plus en confiance. Et ils ont raison. Et donc ça, c'est une façon d'accélérer les choses. Et nous, on a choisi une façon plus systémique, y compris pour embarquer les salariés et les actionnaires. Parce qu'on voit bien aussi que dans les freins, il y a cette problématique de chacun confiant à l'autre la responsabilité de tirer le premier, si je puis dire. Les actionnaires, les dirigeants en particulier. Donc, il fallait embarquer tout le monde. Et donc, c'était une démarche complémentaire au sens où elle vise le même objectif, l'accélération, mais elle emprunte deux voies différentes. Et la nôtre est peut-être plus Alors, l'intelligence collective est sans doute quelque chose qui est très commun. En revanche, il y a l'aspect tirage au sort, démocratie participative, qui est peut-être un peu plus accentué quand même dans le Grand Défi. Valérie David, vous êtes également en charge de l'innovation transverse chez Eiffage. Est-ce que c'est aussi ce que vous recherchez avec ce Grand Défi, des réponses qui peuvent être technologiques ? Alors, pas forcément. Pas forcément, même si on peut rencontrer effectivement des startups, des jeunes ingénieurs qui ont des idées ou des gens non ingénieurs qui ont des idées. Ceci dit, vous savez, Thomas, en préparant cette émission, là, j'attendais, je rencontrais une jeune femme que vous allez recevoir juste après, qui a monté une entreprise absolument géniale. Je l'aurais jamais rencontrée sans passer dans Bismart. Donc peut-être que quelque part, Bismart pourrait faire partie aussi de l'écosystème du Grand Défi, vous voyez. Ouais. Donc l'intelligence, elle est partout. C'est d'ailleurs la seule ressource, si vous voulez, qui est infinie et peut-être inépuisable. Donc voilà, c'est un peu mon mot de conclusion. Nous, on est preneurs d'intelligence partout. On n'a pas la prétention ni de tout savoir, ni de tout faire tout seul. C'est peut-être d'ailleurs parce que trop de gens ont eu cette illusion qu'on en est là aujourd'hui. Et également, une foi irrépressible dans le progrès technologique, alors que le retour à la sobriété montre aussi que le progrès technologique n'est pas tout. Il l'est peut-être pour la médecine, il est peut-être pour un certain nombre de sujets, mais certainement pas pour mieux construire ou mieux manger. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues nous présenter ce grand défi des entreprises pour la planète. Alors effectivement, on passe à notre rubrique Start-up, et cette entreprise dont vous parlez, elle nous propose de déguster des fruits et légumes moches. Smart Ideas avec Mathilde Castagny, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Topinamour. Si je vous dis votre métier, c'est les fruits et les légumes moches, ça vous va ou ça vous agace cette dénomination ? Plutôt les fruits et légumes différents. Ouais. Ils ne sont pas moches, ils sont juste différents et uniques. Ouais. Qu'est-ce qui fait... Alors pourquoi ils sont différents et pourquoi ils sont délaissés surtout ? Parce que c'est ça le point de départ. Parce qu'ils sont juste différents, ils ne répondent pas aux critères, aux normes esthétiques. On pourrait dire, donc ils vont être juste un peu trop petits, un peu trop gros, des formes un peu trop rigolotes. Et du coup,
personne n'en veut, ils sont rejetés à cause de leur... Et ça représente quoi d'ailleurs? C'est sur la production, je ne sais pas si ça a été modélisé, mais sur la production d'un producteur de fruits et légumes, c'est quoi? C'est 10, 20, ça peut monter au-delà de ça? Énorme, c'est vraiment énorme. Déjà, il faut juste savoir qu'en France, ces fruits et légumes-là, le gaspillage chez les producteurs, c'est plus de 3 millions de tonnes de fruits et légumes qui sont jetés. Donc c'est vraiment des montants énormes. Et ça... Voilà. 3 millions de tonnes de fruits et légumes jetés chaque année, ça représente 15,3 millions de tonnes de gaz à effet de serre, un coût de 16 milliards d'euros. Effectivement, c'est gigantesque. Pourquoi vous avez créé Topinambour? J'ai lu en préparant l'émission que Topinamour, bah oui, que vous travailliez auparavant dans le marketing pour des grands groupes. Pourquoi vous êtes parti? Alors la raison, c'est qu'en fait, du coup, moi, je suis passionnée de marketing, d'expérience client, et donc c'est chouette. J'adorais faire ça, donc je faisais des grosses campagnes. Sauf qu'à un moment, quand on regarde les chiffres et quand on voit du coup l'impact qu'on a eu, à un moment, ça m'a un peu chamboulée de me dire que voilà, l'impact, il n'était pas forcément comme je l'aurais voulu, d'influencer les personnes à acheter des produits qui n'étaient pas forcément éthiques et écolos. Je me suis plus trop ressentie là-dedans. Donc c'est à partir de là où je me suis dit que je voulais vraiment me recentrer sur quelque chose qui me plaisait et en lien avec l'écologie et le gaspillage. Donc c'est Topinamour, créé vous commercialisez depuis 5-6 mois, c'est ça? Depuis maintenant 5 mois. Alors, il faut trouver les partenaires, il faut trouver les agriculteurs. Comment vous avez fait? Alors clairement, moi, comme vous l'avez dit, je viens du marketing. Donc moi, le milieu d'agriculture, j'y connaissais rien. Je viens pas de là. Du coup, comme j'y connaissais rien et comme j'avais du coup pas de partenaire, j'ai décidé de partir les rencontrer. Donc j'ai fait un tour de France pour travailler avec eux, les rencontrer et échanger. Et c'est à partir de là déjà que j'ai vu le métier, j'ai vu la problématique et surtout je les ai rencontrés et j'ai commencé à développer mon réseau pour avoir ces partenaires. Donc ça veut dire, là on voit il y a jus de pomme, c'est quoi dans le... Alors du coup on a des jus de pommes, donc là on répond à une problématique d'un producteur qui avait des trop petites pommes à cause du gel. Donc trop petits, personne n'en voulait. Donc nous on lui a racheté 3 tonnes et on a fait des jus de pommes, donc des jus de pommes en petits et jus de pommes pétillants. Et là cet été, donc il a fait trop beau, en même temps il a trop plu. Donc on a des tartinades tomates aubergines et on a d'autres. Donc ça veut dire que vous créez vos produits en fonction finalement de ce que les producteurs ont à vous proposer, c'est ça? C'est ça. On crée la gamme elle évolue quoi. C'est ça, carrément. C'est vraiment pour répondre aux besoins des producteurs en fonction des aléas climatiques, en fonction de ce qui va être trop différent. Pour les clients, on les trouve où vos produits? Vous êtes distribués sur Internet, sur commande? Comment ça marche? Alors actuellement c'est sur notre site, donc topinamour.com, où on retrouve toute notre gamme de produits, mais on est en train de se faire référencer de plus en plus dans des enseignes. Et donc vous avez un réseau d'exploitants agricoles qui vous contactent quand ils ont des fruits et légumes différents, comme vous dites? C'est ça. Actuellement, là on en a 7 où on travaille vraiment en lien avec eux. Ils sont présents que dans l'Île-de-France. Et notre idée, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir en intégrer encore d'autres pour aider encore plus de producteurs. De dupliquer le modèle dans d'autres régions françaises, c'est ça? C'est ça, pour avoir encore plus d'impact et aider vraiment tous ces fruits et légumes différents. Merci beaucoup, merci Mathilde Castagny, bon vent à Topinamour. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.